Je suis Marlène Turner, 34 ans, mère célibataire qui s'est battue pour devenir directrice d'une banque à Albuquerque. Ma fille, 12 ans, avait économisé 13 200 $ pour l'ordinateur de ses rêves, chaque centime gratté à partir de corvées et de cadeaux. Puis mon propre frère, mon frère de sang, s'est faufilé dans notre maison et a tout volé. Quand elle l'a confronté, il n'a pas seulement menti. Il l'a giflé violemment, juste devant moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Profite de tes derniers jours de paix. » Il a ricané, crachant, « Ce n'est qu'un enfant bâtard. » Il pensait pouvoir tordre la vérité, falsifier des messages pour masquer ses traces. Mais je ne jouais pas à son jeu. Une semaine plus tard, sa vie s'est effondrée, emploi perdu, compte gelé, complètement coupé. Et moi? Je ne faisais que commencer. Rester dans les parages pour voir comment je lui ai fait payer sa trahison envers ma fille. Si des familles vous ont déjà poignardé dans le dos, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et partagez votre histoire ci-dessous. Cela maintient cette chaîne en vie. Après mon divorce, je me suis retrouvé sans rien, sauf ma fille en bas âge et une montagne de dettes. Personne ne m'a tendu une bouée de sauvetage. J'ai fait des quarts de nuit brutaux, j'ai étudié jusqu'à l'épuisement et j'ai gravi les échelons pour devenir directrice de banque à Albuquerque. Ma fille, maintenant écolière, était ma raison d'aller de l'avant. Je lui ai appris à économiser chaque sou, à rêver grand et à surmonter les obstacles. Elle était mon cœur, mon but. Mais mon frère de sang, ne pouvait pas le supporter. Il lançait des insultes chaque fois que nous nous rencontrions, me traitant de mère célibataire ratée qui ne réussirait jamais. Pire, il se moquait de ma fille, crachant enfant bâtard comme une lame, sachant que ça faisait mal. Mes parents, papa et maman, en redemandaient. Ils l'adoraient, leur fils parfait, tout en rejetant mes succès comme des coups de chance. Pour eux, j'étais la fille qui avait choisi les difficultés, et ma fille n'était qu'un fardeau. Ce vendredi soir, tout a changé. Ma fille s'est précipitée à la maison après l'école, le visage pâle, les mains tremblantes. Elle avait vérifié sa boîte d'économie, une caisse en métal verrouillée contenant 13 200 $. C'était le fond de ses rêves, amassé grâce à l'argent d'anniversaire, au petit boulot et à mes leçons de budgétisation, destinées à un ordinateur pour alimenter sa passion pour l'art numérique. Mais la boîte avait disparu. Sa voix s'est brisée en disant « Maman, elle a disparu. » Mon estomac s'est noué. Je savais qu'elle ne l'aurait jamais égarée. Elle était trop prudente, trop comme moi. Nous nous sommes précipités vers mon ordinateur portable et avons affiché les images de la caméra de sécurité du salon. Le clip flou le montrait, mon frère, se faufilant par notre porte d'entrée ce matin-là pendant que nous étions sortis. Il avait utilisé une clé de rechange que je lui avais donnée l'année dernière lorsque j'étais en voyage d'affaires et que j'avais besoin qu'il vérifie la maison. Il connaissait notre routine, moi à la banque, ma fille à l'école, ce qui facilitait la possibilité de se faufiler sans se faire remarquer. Il s'est déplacé rapidement, serrant sa boîte en métal sous son bras, puis a disparu dans la chaleur du désert. Mes doigts tremblaient alors que je repassais les images, regardant sa trahison se dérouler en quelques secondes. Je voulais prendre d'assaut son appartement, le confronter, lui faire ressentir la douleur qu'il avait causée. Mais j'avais appris que se précipiter aveuglément ne vous mène nulle part. Ma fille me fixait, les yeux écarquillés de peur et de confusion. « Pourquoi ferait-il ça ?» a-t-elle murmuré. Je n'avais pas encore de réponse. Au lieu de cela, j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé la vidéo à ma meilleure amie, une avocate spécialisée dans le droit de la famille qui avait été avec moi à travers toutes les tempêtes. Si quelqu'un pouvait nous aider à l'épingler, c'était elle. Elle a répondu instantanément par SMS, promettant d'examiner les images et de fouiller dans son passé. J'ai expiré lentement, me préparant au combat à venir. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait de confiance, de famille et de protection de ma fille. Le lendemain matin, je suis allé en voiture chez mes parents à Albuquerque. Ma fille était assise sur le siège passager et Janice, ma meilleure amie, était à l'arrière. Mon cœur battait la chamade alors que je serrais le volant. L'air sec du désert s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte, rendant le silence encore plus lourd. Nous n'y allions pas pour un petit déjeuner en famille. Nous allions y confronter Brent, mon frère, celui qui avait volé 13 200 $ dans les économies de ma fille. J'ai jeté un coup d'œil à cette dernière, ses petites mains serrées dans ses genoux, les yeux fixés sur le tableau de bord. Elle avait peur mais était déterminée, et je ne la laisserai jamais tomber. Nous sommes entrés dans le salon familier,
le plancher en bois craquant sous nos pieds. Papa et maman étaient assis sur le canapé en sirotant du café, tandis que Brent se prélassait dans un fauteuil, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. J'ai pris une profonde inspiration et je suis allé droit au but. Brent, où est l'argent de ma fille? On t'a vu sur la caméra. Tu as pris sa boîte d'économie. Il a levé les yeux plissés, la voix calme mais faussement douce. De quoi tu parles? Je n'ai rien pris. Son ton était dégoulinant d'une fausse innocence. Ma fille s'est avancée, sa voix tremblant mais stable. Je t'ai vu, Brent. C'est mon argent pour mon ordinateur. Rends-le. Son visage s'est tordué, avant que je puisse réagir, il l'a giflé au visage. Le choc sec a résonné dans la pièce silencieuse, et mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai tiré ma fille derrière moi, ma voix devenant froide comme de l'acier. Profite de tes derniers jours de paix, Brent. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil, souriant d'un air suffisant. Ce n'est qu'un enfant bâtard. Papa et maman prendront toujours mon parti. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine, mais je n'ai pas bougé. Mon père s'est levé d'un bond, le visage rouge. Marlène, tu réagis de façon excessive. Brent ne volerait jamais. Tu es égoïste, tu entraînes ta fille dans ce bazar. Ma mère a acquiescé, les lèvres pincées. Tu transformes toujours tout en tragédie. Brent essaie juste de s'en sortir. Je me suis figé. Il l'avait choisi lui plutôt que la vérité. Janice s'est avancée, la voix tranchante et claire. Nous avons des preuves vidéo. Il a pris l'argent. Vous ne pouvez pas simplement faire comme si ce n'était pas arrivé. Mais ma mère a agité la main d'un air désinvolte, marmonnant quelque chose à propos de la loyauté familiale. La discussion a explosé. J'ai accusé Brent de trahison, de s'être faufilé dans la maison avec une clé de rechange. Il a crié qu'il l'avait juste empruntée et qu'il la rembourserait un jour. Mon père m'a crié de me calmer, affirmant que je détruisais la famille. Ma mère a continué à défendre Brent, disant que les économies de ma fille n'étaient que de l'argent de gosse. Peu importe. Ma fille s'est agrippée à mon bras, sa joue toujours rouge, des larmes brillant dans ses yeux. Je voulais crier, les faire voir, mais je savais que c'était inutile. Ils avaient choisi leur camp. Brent était assis là, suffisant, convaincu qu'il avait gagné. Janice s'est penchée près de moi et a murmuré, « Nous allons gérer ça comme il faut. » J'ai acquiescé, ma détermination se renforçant. Ce n'était pas fini. Ce soir-là, Janice m'a appelé, sa voix tendue et urgente. Elle avait fouillé dans la vie de Brent, et ce qu'elle avait trouvé était pire que ce que j'avais imaginé. En tant que représentant commercial dans une concession automobile locale à Albuquerque, il évitait les plaintes depuis des mois. Les clients l'accusaient de falsifier des contrats, d'empocher des acomptes et de mentir sur l'état des véhicules. Un client a même déposé une plainte pour fraude alléguant que Brent lui avait escroqué des milliers de dollars. Janice avait extrait des dossiers d'un contact à la concession, et les preuves étaient accablantes. Brent était sur la corde raide, sur le point d'être licencié, ou pire, de faire face à des problèmes juridiques. Il ne s'agit pas seulement de l'argent de votre fille, a déclaré Janice. Il a un modèle. Nous devons agir rapidement. J'étais encore sous le choc de la confrontation chez mes parents. La joue rouge de ma fille s'était gravée dans ma mémoire. Mais l'appel de Janice a allumé un feu en moi. Elle avait également découvert autre chose, Brent avait envoyé à mes parents un message texte prétendant qu'il venait de ma fille. Le message, transmis à Janice par maman, disait qu'elle avait prêté les 13 200 $ à Brent pour une urgence et que ça lui allait. Il avait été envoyé via une application louche, pas son service de messagerie habituel. Le téléphone de ma fille était juste là sur le comptoir de la cuisine. Je l'ai attrapé, ma main stable, malgré la colère qui bouillonnait à l'intérieur. J'ai ouvert son application de messagerie, j'ai parcouru ses textos et je n'ai rien trouvé d'envoyé à Brent ou à mes parents. Ensuite, j'ai vérifié le numéro sur le message transféré. Il ne correspondait pas à son numéro de téléphone, même pas de près. C'était un faux, une tentative maladroite de masquer ses traces. J'ai montré le téléphone à ma fille, qui était recroquevillée sur le canapé, encore secouée par la journée. « As-tu déjà dit à Brent qu'il pouvait prendre ton argent ?» ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Elle a secoué la tête, les yeux écarquillés. « Non, maman. Je ne ferai jamais ça. C'est à moi. » Sa voix s'est brisée,
et je l'ai serré contre moi, lui promettant que nous allions arranger ça. J'ai rappelé Janice, mon esprit s'emballant. Le texto est faux. Le numéro n'est pas le sien. Janice n'a pas hésité. C'est notre levier, Marlène. Il essaie de manipuler tout le monde, tes parents, toi, même la situation. Nous pouvons utiliser ça contre lui. Elle a expliqué comment le faux texte pouvait être retracé grâce aux enregistrements de l'application, le reliant potentiellement au téléphone ou au compte de Brent. C'était un acte de tromperie délibéré, pas seulement un mensonge improvisé. Janice a exposé les prochaines étapes avec la précision de quelqu'un qui avait déjà mené des batailles comme celle-ci. Nous devons déposer un rapport de police maintenant, a-t-elle dit, avec la vidéo de ta maison, le faux texto et ses antécédents à la concession. C'est un dossier solide pour vol et fraude. Si nous attendons, il aura le temps de raconter d'autres mensonges. J'ai hésité un instant, pensant à la loyauté aveugle de mes parents envers Brent. Une partie de moi voulait leur donner une dernière chance de voir la vérité, mais je savais qu'ils avaient choisi leur camp. La confiance de ma fille, ses économies durement gagnées et sa sécurité valaient plus que leur approbation. J'ai regardé cette dernière, sa petite silhouette voûtée, et j'ai senti une vague de détermination. Brent ne volait pas seulement de l'argent. Il volait ses rêves, son sentiment de sécurité. Je n'allais pas le laisser s'en tirer. Janice et moi avons passé le reste de la soirée à reconstituer chaque détail. Elle a vérifié les métadonnées des messages textes, confirmant qu'ils provenaient d'une application que Brent avait déjà utilisée pour des escroqueries au travail. Elle a également contacté son contact à la concession, qui a révélé que Brent évitait une enquête interne depuis des semaines. Ces mensonges se dévoilaient, et j'ai senti une lueur d'espoir. Pour la première fois, j'ai vu un chemin vers la justice, non seulement pour ma fille, mais pour tous ceux que Brent avait blessés. Je l'ai bordé dans son lit ce soir-là, lui promettant que nous allions récupérer son argent. Elle a acquiescé, mais ses yeux portaient encore cette ombre de trahison. Je me suis juré de réparer ça, quoi qu'il en coûte. Le lendemain, Janice et moi sommes entrés au poste de police d'Albuquerque, ma fille nous suivant de près. L'air à l'intérieur était frais, un contraste saisissant avec la chaleur du désert à l'extérieur. Mais mes nerfs étaient à vif. Nous étions là pour déposer une plainte contre Brent, mon frère, pour avoir volé 13 200 $ dans les économies de ma fille. Janice portait un dossier rempli de preuves, la vidéo de surveillance montrant Brent se faufilant hors de notre maison avec la boîte en métal, le faux message texte qu'il avait envoyé prétendant que ma fille lui avait prêté l'argent et un rapport détaillé de ses antécédents louches à la concession automobile. Janice avait travaillé tard dans la nuit, extrayant des dossiers qui montraient le modèle de fraude de Brent, les contrats falsifiés, les acomptes volés et les clients en colère prêts à témoigner. C'était plus qu'il n'en fallait pour monter un dossier. Nous nous sommes assis en face d'un détective, une femme pragmatique avec un bloc-notes et un regard ferme. J'ai expliqué comment ma fille avait économisé chaque centime pour l'ordinateur de ses rêves, comment Brent avait utilisé une clé de rechange pour se faufiler dans notre maison et comment il avait essayé de le couvrir avec un faux texte. Janice a remis les preuves, expliquant au détective le numéro de téléphone qui ne correspondait pas et les escroqueries de Brent au travail. Le détective a regardé la vidéo, son expression se durcissant lorsque la silhouette de Brent est apparue à l'écran, serrant la boîte. C'est solide, a-t-elle dit en prenant des notes. Nous allons le convoquer pour l'interroger aujourd'hui. Vol, fraude, et peut-être plus compte tenu de ses antécédents. J'ai senti un poids se lever, mais c'était doux amer. Mon propre frère entraîné dans ce pétrin par ses propres choix. De retour à la maison, j'ai reçu un appel de maman. Sa voix était tranchante, accusatrice. « Marlène, comment as-tu pu aller à la police? Tu déchires cette famille. » Papa est intervenu au haut-parleur, son ton plus froid que je ne l'avais jamais entendu. « Tu es une faiseuse de troubles, toujours en train de semer la pagaille. » Brent n'a pas besoin de ça. J'ai serré le téléphone, la mâchoire serrée. Il n'avait même pas demandé à propos de ma fille, à propos de l'argent qu'elle avait perdu, ou de la gifle qu'elle avait reçue. Ils étaient aveugles au mensonge de Brent, le choisissant à nouveau plutôt que nous. J'ai gardé ma voix stable. Il s'agit de justice, pas de loyauté familiale. Il a volé à votre petite fille. Maman a ricané, et l'appel s'est terminé par un clic. Leurs mots m'ont piqué, mais je n'ai pas reculé. Plus tard dans la soirée, mon téléphone a vibré avec un message de Brent. « Je suis désolé, Marlène, disait-il. Je ne voulais blesser personne. Je vais la rembourser,
je le jure. C'était dégoulinant d'un faux remords, le genre d'excuse destinée à éviter les conséquences. Je l'ai montré à Janice, qui a secoué la tête. Il te manipule, a-t-elle dit. Il sait qu'il est coincé et pense que quelques mots suffiront à le faire disparaître. Elle avait raison. Brent avait toujours été un manipulateur, tordant les situations pour se sauver. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai transféré le texto au détective, l'ajoutant à la pile de preuves. Janice a acquiescé avec approbation. Chaque mouvement qu'il fait ne fait que creuser son trou plus profond. La police a agi rapidement. Le lendemain, ils avaient convoqué Brent pour l'interroger. Janice a reçu une information d'un contact au poste. Brent s'était montré plein de charme et d'excuses, affirmant qu'il s'agissait d'un malentendu et que ma fille lui avait donné l'argent. Mais le détective ne se laissait pas berner. La vidéo, le faux texte et ses escroqueries documentées au travail brossaient un tableau clair. Il montait un dossier non seulement pour vol, mais aussi pour un modèle de tromperie. J'ai senti une lueur d'espoir, mais aussi un remords. C'était mon frère, quelqu'un avec qui j'avais grandi, qui faisait maintenant face à de vraies conséquences. Pourtant, chaque fois que je regardais ma fille, sa force tranquille et l'ombre de la trahison dans ses yeux, je savais que je faisais ce qu'il fallait. J'ai passé les soirées à préparer ma fille à ce qui pourrait arriver ensuite. Elle avait peur, mais était résolue, posant des questions sur la police et ce qui arriverait à Brent. J'ai répondu aussi honnêtement que possible, la protégeant du pire, mais m'assurant qu'elle sache que sa voix comptait. Janice était implacable, coordonnant avec le détective pour s'assurer que chaque élément de preuve soit étanche. Nous étions prêts à aller jusqu'au bout, peu importe à quel point cela devenait désordonné. Le rejet de mes parents m'a blessé, mais cela n'a fait qu'alimenter ma détermination. Brent avait franchi une ligne, et je n'allais pas le laisser s'échapper. Une semaine plus tard, le procès a commencé dans une salle d'audience d'Albuquerque, l'air lourd de tension. J'étais assise à côté de ma fille, sa petite main serrant la mienne, tandis que Janice, tranchante et calme, se tenait prête à nous guider tout au long du processus. Brent était assis de l'autre côté de la pièce, son sourire suffisant habituel disparu, remplacé par une nervosité tique. Le juge, une femme sévère aux cheveux gris, a appelé l'affaire, et le procureur a exposé les accusations, vol pour avoir pris les 13 200 $ de ma fille, et voie de fait pour la gifle qu'il a donnée lors de notre confrontation. Les preuves étaient étanches, vidéos de surveillance, un faux message texté des enregistrements de la fraude de Brent à la concession automobile. Le procureur a passé la vidéo à la cour montrant Brent se faufilant hors de notre maison avec la boîte en métal. Ma fille a serré ma main plus fort, son souffle se coupant alors que le souvenir refaisait surface. L'avocat de Brent a essayé de raconter une histoire affirmant qu'il avait emprunté l'argent avec permission, mais le faux message texte a démêlé sa défense. Le numéro de téléphone qui ne correspondait pas était une preuve indéniable de sa tromperie. Janice avait également soumis des documents de la concession montrant les antécédents de Brent en matière d'escroquerie à des clients, de faux contrats, d'acomptes volés et de plaintes qui s'accumulaient. Le juge n'a pas bronché. Après une brève délibération, elle a rendu le verdict, coupable des 2 chefs d'accusation. Brent a été condamné à rembourser la totalité des 13 200 $ plus des amendes. La salle d'audience s'est sentie plus calme, le poids de la justice s'abattant sur nous. J'ai regardé ma fille, ses yeux brillants de soulagement, et j'ai senti un nœud dans ma poitrine se desserrer. Mais les conséquences ne se sont pas arrêtées là. La concession, qui enquêtait déjà sur Brent, l'a renvoyé quelques jours après le verdict. Son nom avait été traîné dans la boue, et personne dans la communauté d'affaires soudée d'Albuquerque ne voulait le toucher. Pire encore, ses comptes bancaires ont été gelés lorsque les créanciers ont fait des appels, des dettes qu'il avait accumulées au fil d'années de dépenses imprudentes et d'escroqueries. Il s'est retrouvé sans rien, son charme et ses mensonges ne suffisant plus à le sauver. Je n'ai pas ressenti de joie en le voyant tomber, mais je n'ai pas ressenti de pitié non plus. Il avait choisi de blesser ma fille, de nous trahir, et maintenant il en payait le prix. De retour à la maison, j'ai reçu un appel de maman et papa. Leur voix était glaciale, dégoulinant d'accusations. « Tu es une fille ingrate », a dit maman, ses mots coupant profondément. « Tu as ruiné la vie de Brent, déchiré cette famille. » Papa en a rajouté, son ton amer. « Nous t'avons mieux élevé que ça, Marlène. Tu n'es pas notre fille. » Je me suis tenu dans ma cuisine, le téléphone pressé contre mon oreille, stupéfaite mais pas surprise. Ils avaient toujours choisi Brent, leur garçon d'or, plutôt que la vérité.
J'ai essayé d'expliquer les économies de ma fille, ses rêves, la gifle, mais ils n'ont pas voulu écouter. Tu es morte pour nous, a dit maman avant de raccrocher. Le silence qui a suivi était assourdissant, mais il a renforcé ma détermination. Je n'allais pas supplier pour leur amour. Ma fille était ma famille maintenant, et elle valait la peine de se battre pour elle. J'ai pris la décision de les couper. Plus d'appels, plus de visites, plus d'espoir qu'ils me voient pour qui j'étais. Ça faisait mal, mais c'était libérateur. Ma fille et moi en avions fini de vivre sous leur ombre, leur favoritisme, leur refus de faire face à la réalité. Janice m'a soutenu, me rappelant que la famille ne se définit pas par le sang, mais par ceux qui sont à vos côtés. Nous nous sommes concentrés sur la reconstruction, aidant ma fille à recommencer à épargner, petit à petit, pour son ordinateur. Elle était plus forte que je ne l'aurais jamais imaginé, sa détermination brillant à travers la douleur. Je lui ai promis que nous allions aller de l'avant ensemble, quoi qu'il arrive. Les mois qui ont suivi ont été calmes mais guérisseurs. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail, ma fille dans son art, et nous avons construit une routine qui nous semblait être la nôtre. La condamnation de Brent était un chapitre clos, mais ses cicatrices persistaient, non seulement pour nous, mais pour la famille qui nous avait tourné le dos. Je ne savais pas ce que faisait Brent, où il était allé, ou comment il survivait. Je m'en fichais. Je me concentrais sur ma fille, sur le fait de lui donner la vie qu'elle méritait. Janice prenait souvent de mes nouvelles, sa présence constante me rappelant que nous n'étions pas seuls. Nous avions affronté le pire et en étions sortis plus fortes. 1 an plus tard, j'ai croisé maman au supermarché à Albuquerque, son chariot rempli de courses. Elle s'est figée quand elle m'a vu, ses yeux fuyants comme si j'étais une étrangère. J'ai acquiescé poliment, mais je ne me suis pas arrêté pour parler. Il n'y avait plus rien à dire. Ma fille et moi nous étions éloignés de cette partie de nos vies. Maman, papa, Brent. Nous n'avions pas regardé en arrière. La trahison, les accusations, le refus de voir la vérité avaient construit un mur trop haut pour être escaladé. Nous avions choisi d'aller de l'avant, de construire quelque chose de nouveau dans l'étendue poussiéreuse de cette ville du désert, et je n'allais pas laisser le passé nous entraîner à nouveau vers le fond. Ma fille, maintenant âgée de 13 ans, avait grandi d'une manière que je n'aurais pas pu prévoir. Le vol de ses 13 200 $ l'avait secouée, mais cela avait aussi allumé un feu. Elle s'est remise à épargner, trouvant de petits boulots comme promener des chiens et vendre son art numérique en ligne. Ses croquis, autrefois de simple griffonnage, débordaient maintenant de couleurs et d'émotions, chacun étant un pas vers son rêve de devenir artiste. Elle avait installé une nouvelle boîte d'économie, bien rangée dans sa chambre, et je la regardais compter chaque dollar avec une concentration qui me rendait fier. Elle ne se contentait pas de reconstruire son fonds pour un ordinateur. Elle reconstruisait sa confiance en elle. Je me suis assuré qu'elle sache que je serai toujours là pour elle, quoi qu'il arrive. Notre vie à Albuquerque s'est installée dans un rythme qui ressemblait à la liberté. J'ai conservé mon emploi de directrice de banque, travaillant de longues heures, mais rentrant à la maison dans une maison remplie du rire de ma fille et du bourdonnement de sa tablette pendant qu'elle dessinait. Nous passions des soirées ensemble, à cuisiner des repas simples ou à regarder de vieux films, à construire des souvenirs qui n'appartenaient qu'à nous. Janice est restée une constante, prenant de nos nouvelles avec des rendez-vous pour prendre un café et des conseils juridiques, son amitié étant une bouée de sauvetage à travers la tempête. Elle avait été là lorsque nous avions fait face aux mensonges de Brent, lorsque nous étions debout devant le tribunal, lorsque mes parents nous avaient tourné le dos. Elle m'a rappelé que la famille ne se résume pas au sang. Il s'agit de qui se présente, qui se bat pour vous, qui reste. Cette année m'a appris une vérité que je n'avais jamais pleinement saisie auparavant. La famille n'est pas un titre dans lequel on est. C'est un choix, un lien forgé par la loyauté et la protection. Mes parents avaient choisi Brent, excusant son vol, sa violence, sa manipulation, parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Ils m'avaient traité d'égoïste, de faiseuse de troubles et de fille ingrate. Mais j'avais fait ce qui était juste. Je m'étais battu pour la justice de ma fille, pour ses rêves, pour notre avenir. Ce combat m'a coûté leur amour, mais il m'a donné quelque chose de plus fort, une clarté sur ce qui compte. La justice publique, la défense de ce qui est juste, l'emporte sur le poids vide des liens familiaux qui ne font que vous retenir. Je pensais parfois à Brent, non pas par nostalgie, mais par curiosité. Je ne savais pas où il était, ce qu'il faisait, ou s'il avait appris quelque chose de sa chute, de sa condamnation, de son emploi perdu, de ses comptes gelés.
C'étaient les conséquences de ses propres actes. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement une tranquille résolution de le tenir hors de nos vies. Ma fille ne posait pas de questions sur lui ou sur ses grands-parents. Elle était passée à autre chose, son cœur étant tourné vers son art, son avenir. J'enviais sa résilience, mais j'en tirais aussi des leçons. Nous étions en train d'écrire une nouvelle histoire, une histoire où nous définissions notre propre valeur. Au fil des mois, j'ai vu ma fille s'épanouir. Elle a rejoint un club d'art à l'école, sa confiance grandissant avec chaque heure qu'elle partageait. Elle me montrait ses derniers dessins, des paysages désertiques vibrants, des portraits audacieux, et je m'émerveillais de son talent, de sa force. Nous parlions de ses projets, de l'université, d'un monde au-delà d'Albuquerque. J'économisais un peu plus chaque mois, le mettant de côté pour son avenir, déterminé à lui donner toutes les chances que je n'avais jamais eues. La douleur du passé était toujours là, une légère cicatrice, mais elle ne nous définissait pas. Nous étions plus que la trahison, plus que la perte. Debout dans ce supermarché, regardant maman s'éloigner, je ne ressentais aucune colère, seulement la paix. J'avais choisi ma fille, ma vérité, mon chemin. La leçon était claire, la justice et la loyauté construisent une famille qui vaut la peine d'être gardée. Tout ce qui est inférieur à cela n'est qu'un nom. Ma fille et moi nous avions l'une l'autre, et c'était suffisant. Nous avions affronté le pire et en étions sortis plus fortes, prêtes à affronter ce qui allait suivre.